Par une nuit froide de février, une mère et une fille s'apprêtent à quitter discrètement l'Angleterre pour trouver refuge en France. Leur père et mari ne va pas embarquer sur le ferry. Il ne sait pas quand il pourra revoir sa fille Bethany. Au revoir, papa. À bientôt. Bonne chance, ma belle. Jane accompagne sa fille dans son exil français. Bethany fuit les services sociaux britanniques. 3 semaines plus tôt, l'administration l'a menacée de lui enlever son premier enfant, dès sa naissance, à la maternité. Ça va aller. Je ne veux pas retourner en Grande-Bretagne. Ce n'est pas sûr ici, non. Les services sociaux veulent me prendre mon bébé. Alors c'est le seul choix que j'ai si je veux devenir mère. J'ai l'espoir que ma vie en France soit heureuse, juste heureuse, heureuse et en paix. Endors-toi, mon bébé, endors-toi. Il bat, son cœur bat. J'ai vraiment envie d'arriver maintenant. Bethany est enceinte de 8 mois. Avant même de devenir mère, les services sociaux ont décrété que cette célibataire de 22 ans est incapable d'être maman. Ils décident, c'est tout. Nous prenons votre bébé. Ils ne donnent aucune explication. Ils viennent juste nous dire, nous prenons le bébé. Nous allons placer votre bébé dans une famille d'accueil parce que nous avons des doutes sur de la possible maltraitance dans le futur. Bethany est la petite dernière de sa fratrie. 3 sœurs, dont l'aînée, Becky, s'est suicidée il y a 6 ans, laissant derrière elle un nourrisson. Depuis ce drame, toutes les femmes de la famille sont dans le collimateur des services sociaux. Lorsque la seconde sœur, Jodie, a accouché, son premier bébé lui a été arraché dès sa naissance. Depuis qu'elle est enceinte, les services sociaux considèrent que Bethany présente elle aussi un risque pour son futur bébé. Ils veulent emporter son bébé à présent. Ils disent qu'elle est alcoolique. Parce que quand sa sœur est morte, elle a bu. Elle avait 16 ans. Elle en a maintenant 22. Il y a 6 ans, elle a pris un verre. Ils m'ont envoyé un courrier qui disait « C'est votre dernière chance. » Ma dernière chance, ils m'en ont donné aucune. Ils m'ont juste dit « Ceci est votre dernière chance avant que nous ne prenions votre futur bébé. » Et puis ils m'ont donné 5 jours pour trouver un avocat. En 5 jours, qui peut faire ça? C'est à ce moment-là que nous avons décidé de partir. Comme Bethany, des centaines de femmes ont déjà fui l'Angleterre pour ne pas perdre leur bébé. Celles qui n'ont pas perçu la menace des services sociaux les ont perdues, définitivement. Elles ont été privées de leurs enfants pour une faute qu'elles n'ont pas commise. Arrivées sur les côtes normandes, Bethany et Jane sont attendues par Jenna, une Anglaise installée sur le continent depuis plusieurs années. Jenna a fui l'Angleterre après que les services sociaux ont privé cette mère célibataire de ses 3 premiers enfants. Salut, ça va? Alors, comment s'est passé le voyage? Très stressant. Bonjour, enchantée. Bonjour, très heureuse de te rencontrer. Ah, moi aussi, vraiment. C'est la dernière étape d'un chemin de croix. Ça va aller beaucoup mieux.
Jenna et Bethany se sont rencontrées sur Facebook il y a quelques semaines. Jenna vient en aide à ces futures mamans qui veulent échapper à l'arbitraire des services sociaux. Elles doivent prouver qu'elles ne sont pas handicapées mentales ou trop handicapées physiques pour être en mesure de prendre soin de leur enfant. Les gens comme moi doivent prendre leurs décisions en connaissance de cause pour dire si on pense qu'elles peuvent le faire. Elles doivent aussi prouver qu'elles ont des ressources et être en mesure de payer leur loyer, de payer leurs factures et de se débrouiller à l'étranger. Et aussi d'avoir la confiance nécessaire pour être capable d'apprendre une nouvelle langue et commencer une nouvelle vie. Parce que c'est un choix pour la vie. Oh, merci. Tu as apporté le courrier à maman? Merci beaucoup. Jenna a trouvé refuge près de Nantes, où elle a fondé une autre famille avec son nouveau compagnon. En France, leurs 2 nouveaux enfants sont à l'abri de l'administration anglaise. En 4 ans, Jenna a déjà recueilli plus de 40 familles. Je viens voir si tu as tout ce qu'il te faut, ma belle. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je peux aussi te le prêter. Merci beaucoup, Jenna. Merci. Tu me sauves la vie. T'as bien dormi? Comme un bébé, comme un loir. Pour aider toutes ces femmes, Jenna peut compter sur un homme, à l'origine de ce réseau de solidarité. Autrefois élu dans le comté du Kent, Ian Joseph a fait fortune sur la Côte d'Azur, où il vit depuis 40 ans. Depuis, il a aidé financièrement une centaine de futures mamans comme Jenna à s'installer hors d'Angleterre. J'ai aidé Jenna à s'échapper en France parce que les services sociaux lui avaient déjà pris ses 3 enfants. Quand elle s'est retrouvée de nouveau enceinte, ils l'ont menacée et elle m'a dit « Mais on n'a rien fait !» Alors je l'ai aidée à s'échapper et elle m'a demandé si elle pouvait faire quelque chose en retour. Je lui ai dit « Oui, tu peux aider d'autres mères à s'échapper. » Je n'ai jamais refusé d'aider une femme enceinte du moment qu'elle me le prouve. Elle doit me transmettre le document des services sociaux qui menace de prendre ses enfants et elle doit me prouver qu'elle est prête à s'échapper et non pas à partir en vacances. Qu'elle m'appelle d'Irlande, de France ou d'ailleurs, elle doit me dire « Voilà qui je suis, vous avez tous les documents, voilà mon compte bancaire et moi, je leur fais un transfert. » J'aide les parents dont les enfants sont pris par les services sociaux et qui n'ont commis aucun crime, punis sans avoir commis de crime. Pourquoi des futures mères, des familles innocentes, perdent-elles le droit d'élever leurs enfants sans avoir commis la moindre maltraitance? Y aurait-il quelque chose de pourri en ce royaume d'Angleterre? La réponse se trouve dans un texte de loi aux conséquences invraisemblables, le Children Act de 1989. Il offre les pleins pouvoirs aux travailleurs sociaux au nom de la protection de l'enfance. Il contient une notion juridique inconcevable dans un texte de loi, la probabilité de maltraitance. Ces termes sont bien écrits noir sur blanc. Ils anticipent les souffrances subies par un enfant dans le futur. Je suis devenue travailleuse sociale en 1977, quand j'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé comme travailleuse sociale, mais aussi comme responsable pendant près de 40 ans. Il y a eu une évolution où la protection de l'enfance est devenue le Graal chez les travailleurs sociaux. On est passé de l'aide aux familles d'une manière générale, où l'on travaillait en symbiose avec elles, à une situation où ces gens devenaient un risque. Au fil des années, cette notion de risque a autorisé toutes les formes de suspicion de maltraitance future, psychologique, physique et même émotionnelle. Le Children Act de 1989 est le fruit de la pensée d'un gouvernement qui a transformé des innocents en coupables. Tout a commencé en 1979. Après des années de pouvoir travailliste, l'Angleterre confie son destin politique aux mains des conservateurs et à sa dirigeante emblématique, Margaret Thatcher. Issue
Issue de la classe moyenne, Thatcher souhaite imposer au peuple sa propre réussite personnelle. Un chemin où l'accompagnement des plus faibles ne trouve aucune grâce à ses yeux. A bill to privatise the National Freight Corporation. A bill to privatise bus companies. A bill to privatise cable and wireless. And a bill to privatise the British Steel Corporation. Margaret Thatcher violente le peuple et casse aussi le système de protection sociale. L'Angleterre abandonne ses pauvres et les transforme en suspects. Je m'appelle Colin Racy, j'ai 34 ans et je suis né à Norwich. J'ai toujours eu une éducation heureuse. Je n'ai pas vécu avec ma mère, je n'ai pas connu mon père biologique, mais j'ai vécu avec ma grand-mère. Pour moi, c'était normal. J'ai été aimé à chaque seconde de ma vie. Dépendant des aides sociales, Colin vit en dessous du seuil de pauvreté. Il perçoit 1 000 € par mois qu'il partage avec Claire, sa compagne, qui souffre d'épilepsie. Je m'appelle Claire Fox, j'ai 24 ans. J'ai vécu en famille d'accueil à partir de mes 12 ans et j'ai vécu dans 3 familles d'accueil différentes, puis en foyer, jusqu'à mes 21 ans. Lorsqu'on s'est rencontrés avec Colin, au départ on ne savait pas trop quoi se dire, et puis un beau jour, nous n'avons pas arrêté de nous parler, et puis on a fini par sortir ensemble. Ça va, chérie? Ouais. Cette photo de leur premier bébé est déjà un souvenir. Une petite fille née il y a 5 mois et que les services sociaux leur ont retirée 3 jours après sa naissance. Quand Claire s'est retrouvée enceinte et après son 3e mois de grossesse, bien sûr, nous sommes allés faire une échographie chez le médecin pour s'assurer qu'elle était bien enceinte, et elle l'était. Puis nous avons eu un rendez-vous avec une sage-femme. C'était une visite de routine pour voir comment allait Claire et si le bébé grandissait bien. Au cours de ces examens de routine, les services sociaux du comté de Cambridge déclenchent une enquête qui met à jour leur passé, leur mode de vie et leurs revenus. Et comme le prévoit le Children Act, une évaluation des risques de maltraitance futures. Risque potentiel de violence physique, risque potentiel de violence émotionnelle, risque potentiel de négligence. Au 5e mois de grossesse, les services sociaux concluent que Colin et Claire ne semblent pas capables d'être de bons parents. Ensuite, on nous a dit que nous allions perdre notre fille dès qu'elle allait naître. Pour eux, Claire était une cible facile. La suspicion se porte sur les parents les plus pauvres, ceux qui ont eu besoin ou encore besoin des services sociaux pour une raison quelconque. En raison du besoin, principalement pour cela, ce besoin social s'est transformé en risque. À 3 heures du matin, Claire a commencé à ressentir des douleurs à l'estomac. C'était l'annonce de l'arrivée de notre bébé. Sur le chemin de l'hôpital, Claire a demandé à l'ambulancier si elle pouvait prendre ses comprimés contre l'épilepsie. Il a dit non. Pendant l'accouchement, Claire est victime d'une crise d'épilepsie dont elle sort épuisée. Incapable de s'occuper de son bébé, il n'en faut pas davantage pour la disqualifier totalement auprès des services sociaux. Quand je l'ai vue, j'ai trouvé mignonne. Lorsque Colin la tenait, je pensais en moi-même, « Waouh, cette petite fille vient de sortir de moi. » 3,7 kg. Ouais, 3,7 kg. Cela faisait à peine 3 jours que nous faisions connaissance. On commençait à prendre nos marques avec notre bébé. Un avocat vient nous voir avec des papiers et nous dit « Voilà, c'est une ordonnance provisoire, une demande de placement pour votre fille. » Débarque alors un travailleur social qui, tout d'un coup, nous demande de mettre tout de suite notre fille dans un siège auto. Et il nous dit
Si vous vous opposez à cela, la police est déjà là pour vous arrêter. Nous avons regardé impuissants notre fille quitter l'hôpital, emportée par des travailleurs sociaux. Nous entendons très souvent dire « cela va rompre le cycle de la pauvreté ». Mais ces interventions où les enfants sont retirés avant que le préjudice ne soit causé n'ont pour effet que de blâmer les pauvres pour leur seule pauvreté. En fait, on est en train de dire que si seulement les parents étaient plus instruits, ils feraient des choix différents, leurs enfants vivraient de meilleures expériences, ils ne seraient pas pauvres. Dorénavant, Colin et Claire attendent de savoir si la justice va les autoriser ou non à récupérer leur bébé. En Grande-Bretagne, les futurs parents ne sont pas les seuls à être menacés par le Children Act. Des familles établies sont aussi injustement brisées du jour au lendemain. La vie de Nikki et Mark a basculé en octobre 2003. Leur fils cadet de 18 mois présente alors d'étranges symptômes qui les conduisent à l'hôpital. Le 30 octobre 2003, nous nous sommes rendus à l'hôpital de Norwich. Là, les médecins ont fait passer à notre fils des radios, des tests sanguins et toute une série d'examens. C'est le lendemain que le cauchemar a vraiment commencé. On nous a coincés dans une salle à part pour nous dire que quelqu'un avait regardé les radios de notre fils et qu'on avait trouvé une fracture inhabituelle à sa cheville. Il n'y a pas pire cauchemar pour des parents que de se trouver à l'hôpital avec un enfant malade et d'entendre les services sociaux vous demander de les suivre pour vous parler à l'écart. Les travailleurs sociaux nous ont dit que notre fils avait ce qu'ils appelaient des blessures non accidentelles. En d'autres termes, quelqu'un lui avait infligé ces blessures en le secouant. À ce moment-là, on se regarde l'un l'autre. On a un doute et on se dit « Attends un instant, c'est toi qui as blessé cet enfant ?» Quand la suspicion s'abat sur eux, Nikki et Mark sont mariés depuis 3 ans. Ce couple paisible et sans histoire vit dans un quartier résidentiel de Cromer, sur la côte est de l'Angleterre. Ils y élèvent 3 enfants, leur fille aînée de 3 ans, leur bébé de 3 mois que Nikki allait encore, et leur petit garçon de 18 mois, examiné à l'hôpital. Les travailleurs sociaux nous ont dit « Vous avez une explication ?» Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous savions qu'il était malade. Nous l'avions d'ailleurs amené à l'hôpital pour cela. Nikki a mentionné le fait que dans la famille, nous avions les os fragiles. Et ils ont immédiatement rejeté cette possibilité. Sans chercher plus loin, les services sociaux du comté de Norfolk accusent Nikki et Mark d'avoir battu leur fils cadet. Leurs 3 enfants sont immédiatement placés en famille d'accueil. Nikki et Mark n'ont même pas pu s'expliquer. Sans pouvoir prouver leur innocence, ils rentrent chez eux, seuls. 3 semaines seulement après leur visite à l'hôpital. Quand vous rentrez chez vous et que vous vous posez, vous êtes assis en silence, sans le bruit que font habituellement 2 enfants et un bébé qui pleure dans une maison de famille. Une famille normale. C'était juste le silence. Et ce n'est pas le meilleur sentiment au monde de remarquer que vos enfants ne sont plus là. Ce qui m'a le plus surprise quand ils ont pris notre bébé de 3 mois, c'est qu'ils ne m'ont même pas demandé combien de fois par jour je le nourrissais et en quelle quantité. À l'époque, je l'allaitais encore et de devoir m'arrêter de le nourrir est l'un des pires maux que je pense avoir vécu. Le lait était toujours là et à cause de cela, j'étais encore plus consciente du fait qu'il n'était plus là avec les 2 autres. Tout était si étrangement calme. Pour être honnête, je ne sais pas comment nous sommes arrivés à traverser cette épreuve.
Le malheur qui vient de s'abattre sur la famille de Nikki et Mark n'est pas le fruit du hasard. 2 ans plus tôt, les autorités britanniques ont intensifié le recours aux futurs risques de maltraitance depuis qu'un terrible fait divers a secoué le pays tout entier. Bonsoir. Dans l'une des pires affaires d'enfants martyrisés, la Cour d'Angleterre a condamné un couple du nord de Londres pour le meurtre d'une enfant de 8 ans. Anna Climbié est morte de froid après avoir enduré les sévices infligés par sa grand-tante Marie-Thérèse Kouao et son compagnon Carl Manning. La famille de cette petite fille était pourtant suivie de près et depuis des années par les travailleurs sociaux, désormais contraints de faire leur examen de conscience. Nous sommes confrontés à une crise nationale. Nous investissons des sommes d'argent colossales, du temps et de l'énergie pour faire fonctionner notre système de protection de l'enfance, mais nous n'y parvenons pas. Mon sentiment à cette époque, c'est que les services sociaux de Londres étaient sous une pression énorme. Ils étaient en réorganisation complète et leurs responsables valsaient. Vous arriviez le matin au travail et votre bureau avait été vidé, on ne savait pas où on devait aller et quelqu'un d'autre avait pris votre place. Dans les services sociaux, c'est la panique. Une pression maximale s'abat sur les fonctionnaires du royaume. Sur le terrain, ils doivent tout faire pour traquer les parents maltraitants et trouver des motifs de retrait. Le système va très vite dérailler. Les cas iniques se multipliaient. C'est dans ce contexte que Jackie et John ont perdu leurs 2 garçons. Pour une simple bosse sur la tempe de leur bébé. On ne m'interroge sur rien, c'était juste de la maltraitance. On sait ce qui est arrivé, il a une fracture du crâne, il saigne du cerveau. Vous allez à l'hôpital, vous attendez de l'aide, et ils se tournent vers vous, vous pointent du doigt et vous disent « Vous êtes un bourreau d'enfant ». Ça n'a aucun sens. 3 semaines après cet examen aux urgences, les 2 enfants de Jackie et John sont placés en famille d'accueil. Leurs parents sont entendus par la police de leur comté. La police est à l'étage, ils prennent des photos dans les chambres des garçons, ils photographient tout et nous interrogent. Et juste avant de partir, alors que nous prenons un café avec eux, un policier nous dit « Maintenant que l'on est venu, que l'on a fouillé votre maison et que l'on vous a rencontré, nous ne comprenons pas pourquoi vous êtes poursuivis. » Un mois plus tard, les forces de l'ordre du comté envoient à Jackie et John le procès-verbal de leur enquête et leurs conclusions. David Gale est un ancien policier qui les soutient dans leur combat pour faire valoir leur innocence. Ce qui est frappant, ce sont les 3 dernières lignes du rapport. Il est écrit là, j'ai reçu un ordre de la police judiciaire et cet ordre dit qu'il faut arrêter les poursuites. Aucune suite à donner, c'est sans équivoque. Dans une certaine mesure, il y a eu des pressions sur les services sociaux. Ils ignorent trop souvent les preuves pour des questions de sécurité, pour éviter les erreurs. Vous savez, il y a eu un glissement dans ces services. On est passé de la prise en compte objective des faits à « prenons toutes les précautions possibles pour ne pas se faire sanctionner ». Les décisions des services sociaux ont plus de poids que celles de la police. Si un travailleur social est cité comme témoin à la Cour des affaires familiales, son témoignage surpasse les preuves de la police, à chaque fois. Si la police a besoin de preuves, les services sociaux ont surtout besoin de résultats. Depuis la création du Children Act de 89, les évaluations pour soupçons de maltraitance ont augmenté de 302%. Alors que les vrais cas de maltraitance ont diminué de moitié. Pour contrôler cet excès de zèle des services sociaux, la justice ne dispose que de 26 semaines. En résumé, ces cas doivent être traités en 26 semaines. C'est un temps de travail très très serré.
Avant d'aboutir à l'adoption, vous avez une décision préliminaire à prendre. Est-ce que cet enfant doit être pris en charge en famille d'accueil? Les 26 semaines vont du début de la procédure de la prise en charge de l'enfant par l'autorité publique jusqu'à la conclusion de son cas et l'adoption définitive. Vous avez seulement 6 mois pour faire toutes les enquêtes, pour faire tout le travail nécessaire et pour tenter peut-être de réhabiliter les parents et leur apporter une aide suffisante. Pendant ces 6 mois, Colin et Claire ont dû suivre des cours de parentalité. Une sorte d'examen pour décrocher le droit de récupérer leur enfant. Nous avons été inscrits à un cours de compétences parentales. Ils prenaient des notes, ils parlaient de la manière dont un enfant réagit, comment les nouveau-nés réagissent, comment savoir quand ils ont faim, quand ils sont fatigués, quand ils ont besoin qu'on change leur couche, quand ils sont malades. Comme notre fille était placée en famille d'accueil, nous étions les seuls parents à faire cela sans notre bébé. Malgré ces conditions kafkaïennes, Colin et Claire ont décroché leur diplôme de bons parents. Nous allons voir notre fille au centre de médiation familiale de Hillrise. Nous allons y rester pendant 2 heures. J'espère qu'on va passer du bon temps avec notre fille. Colin et Claire sont toujours à l'épreuve. 3 fois par semaine, ils font ce trajet depuis 6 mois. 3 rencontres hebdomadaires pour se rendre dans un centre de médiation familiale. Un lieu neutre où ils tentent de rattraper le temps perdu avec leur fille. Sous la surveillance d'une travailleuse sociale. Au cours de ces séances, tous leurs faits et gestes sont consignés dans des comptes rendus rédigés minute par minute. Rien ne leur est épargné. Retrouver la garde de leur bébé passe par cette inquisition. En cette fin du mois d'avril, ils retrouvent leur fille pour la dernière fois, avant que la justice ne décide de leur sort. Tu es maline, hein? Tu es maline. Oui, je te vois. Je te vois. Hello. Coucou. Nous avons réussi à construire une relation avec elle. On a vraiment essayé et nous l'avons fait. Vous savez, nous voulons juste avoir la chance d'être un père et une mère pour elle. Même devant une cour criminelle, tu es innocent jusqu'à ce que tu sois jugé coupable. Ben nous, on nous a déclarés coupables alors que nous n'avons même pas eu notre enfant avec nous. Je ne sais vraiment pas quoi dire de cela. Je suis très en colère. Le système judiciaire de ce pays est vraiment diabolique. Quand nous irons à l'audience, je ne sais pas si nous aurons droit à une visite ou si notre fille disparaîtra tout de suite après. On ne saura pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'on en aille à cette audience et que les juges nous disent « C'est nous qui contrôlons la vie de votre fille, plus vous. C'est eux qui décident. » Dans 3 jours, Colin et Claire vont se retrouver face à leur juge. C'est comme si l'État revendiquait l'enfant comme sa propriété. C'est comme si l'État avait décrété que les enfants doivent accomplir certains parcours, des chemins que leurs parents doivent leur faire emprunter, ou alors ils en sont écartés. Comment supporter cette injustice programmée?
Nikki et Mark ont eu la tentation d'enfreindre la loi dans cette période des 6 mois, dans l'attente du jugement final. Ça aurait été facile, ça aurait été très facile de kidnapper nos enfants. Même si on savait très bien qu'il n'y avait pas d'issue possible, que c'était une impasse. Mais on voulait essayer de rester dans les clous en essayant de travailler avec les services sociaux. Un jour pourtant, on était à 2 doigts de le faire. J'ai vraiment pensé les prendre et les emporter avec moi. Il aurait été facile de les mettre simplement dans la voiture et de conduire, mais on serait allé où? Nous n'étions même pas autorisés par la loi à dire quoi que ce soit, à qui que ce soit qui nous interrogeait sur nos enfants. Nous devions mentir. Vous savez, ils ne voulaient même pas qu'on parle à nos familles qui se demandaient ce qui se passait avec nos enfants. Je me suis fait la promesse que tout le monde allait tout savoir sur ce qui s'était passé. Et en plus, on était accusés de quelque chose que nous n'avions pas fait. Alors pourquoi j'aurais dû mentir? Pourquoi j'aurais dû mentir à ma famille et à mes amis alors que je n'avais rien fait de mal? Notre fille allait vers ses 4 ans. La pire chose, ce fut ce jour où elle nous a dit « Pourquoi je ne peux pas revenir à la maison? Est-ce que c'est parce que j'ai été méchante ?» Vous savez, même à son âge, elle considérait que c'était de sa faute si elle était placée en famille d'accueil. Elle a dit au tuteur « Pourquoi nous devons vivre ici ?» Le tuteur lui a répondu « C'est parce que maman et papa ont blessé ton petit frère. » Au terme du délai de 6 mois, Nikki et Mark ont été jugés responsables des fractures de leur cadet. Ils ont définitivement perdu leurs 3 enfants. Leur fille aînée et ses 2 frères ont immédiatement été déclarés adoptables. Pourquoi une telle précipitation? La raison dépasse l'entendement. En Angleterre, le gouvernement impose des quotas d'adoption aux autorités locales chargées de la protection de l'enfance. Des objectifs sur le nombre d'enfants à faire adopter pour chaque comté. Une obligation de résultat déterminée à l'avance. À partir de l'an 2000, toutes les autorités chargées des services de l'enfance ont reçu l'ordre d'augmenter le nombre des adoptions autant que possible, par tous les moyens possibles. Et il y a clairement des cas où des travailleurs sociaux ont fabriqué des preuves dans le but de trouver des enfants à adopter. Pour inciter les comtés à atteindre leurs quotas, les travaillistes au pouvoir ont imaginé un système de primes. Plus le nombre d'adoptions augmentait, plus le budget des autorités locales grossissait, parfois de plusieurs millions de livres. C'est comme avec les objectifs de recyclage des déchets. Si les comtés recyclent plus de déchets, ils sont récompensés. De la même manière, il y a des objectifs pour recycler les enfants, pour les prendre d'une famille et les mettre dans une autre. Depuis 2008, ce système a empiré. Si les comtés n'atteignent pas leurs objectifs, ils passent dans le rouge et perdent de l'argent. C'est cette logique terrifiante mise en place par l'État qui s'est abattue sur Colin et Claire. Ce lundi, pour leur première audience au tribunal, ils vont se présenter sans avocat. La veille, ils ont été conseillés par Ian Joseph, le bon samaritain fortuné qui vient en aide à ces familles injustement accusées. Ils n'ont pas l'air très riches et font partie des classes sociales défavorisées. Claire a de temps en temps une crise d'épilepsie, mais rarement, parce qu'elle prend ses médicaments. Il n'y a aucune preuve que Colin ou Claire ont frappé leur bébé, aucune preuve qu'ils ont la moindre intention de le faire. Pendant plusieurs heures, Colin et Claire ont tenté de convaincre leurs interlocuteurs qu'ils peuvent être de bons parents. Je les ai regardés en souriant. J'ai répondu à toutes leurs questions pour ma défense. J'ai agi comme un professionnel en étant courtois et en serrant les mains de tout le monde.
J'ai vu sur le visage du travailleur social et celui du juge aussi que j'avais la bonne attitude. Il sait qu'on est dans notre bon droit. On a demandé au juge une ordonnance de surveillance. Et s'il accepte, on pourrait récupérer notre fille. Si le juge accepte notre demande, on aura notre fille chez nous 7 jours sur 7. Les services sociaux viendront tous les jours pour nous surveiller. Et quand ils partiront, notre fille restera avec nous. Le couple a encore de l'espoir, mais il ignore que la partie est probablement tronquée. C'est ce que Mark et Nikki ont découvert le jour de leur procès. Face à la Cour des affaires familiales, tu ne peux rien faire. Tu laisses juste les gens te détruire et te raconter les pires moments de ta vie. J'ai commis un vol avec blessure. J'avais 14 ans et l'autre personne en avait 15. On s'est battu et je l'ai frappé une seule fois. Et tu as aussi volé une machine à chewing-gum. Ouais, j'ai volé une machine à chewing-gum. Le seul argument qu'ils avaient, t'es une mauvaise personne parce que t'as eu une enfance difficile. Et aussi parce que tu as été en famille d'accueil. C'était le gros point noir, avoir été placé en famille d'accueil. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que les parents qui ont grandi en famille d'accueil ne peuvent pas être de bons parents. Nous, dans les tribunaux des affaires familiales, nous devons tout le temps regarder vers l'avenir. Bien sûr, nous devons voir ce qui est arrivé par le passé, mais c'est seulement pour nous guider pour ce qui va se produire probablement dans le futur. Nous devons regarder le passé, mais seulement dans la mesure où il nous sert de guide pour l'avenir. Tout ne serait donc pas joué d'avance. Le lendemain, Colin et Claire sont convoqués pour leur dernier jour d'audience. Cette fois-ci, ce sont les travailleurs sociaux qui vont prendre la parole. En fin d'après-midi, le verdict est tombé. We've lost her. They took her all away. They said that we can't take care of her and we just can't take care of her emotional needs, and they took her for adoption. They took our baby. They stole our baby for nothing. I'm not giving up on her. I'm not at all. I'm not giving up on our little girl. I'm going to find her and I'm going to make sure she knows that we love her. Screw what they say. I'm going to find her. I'm going to find her through these adoption agencies, and as soon as she's old enough, I'm going to keep these reports and show her that we were there for her and don't take notice of this and try and get back in her life. Be there for her, no matter what, no matter if she's angry at us or what. I will. If it's the last thing I ever do on this earth, I will. Désormais, le bébé de Colin et Claire va faire l'objet d'une publicité pour séduire ses futurs parents. En Angleterre, les enfants à adopter sont exposés à visage découvert sur des catalogues et des sites internet. Nous les avons masqués. Hélène a 3 ans et je m'occupe d'elle depuis 13 mois.
Hélène est marrante et attachante. Elle attend juste d'être accueillie dans un foyer stable au sein d'une famille aimante. Je suis horrifié de voir ça en vidéo. Je trouve juste que c'est dégueulasse. Il y a 12 ans, au moment de leur adoption, les 3 enfants de Nikki et Mark ont eux aussi fait l'objet d'un petit film promotionnel. On nous a donné une cassette VHS. Le travailleur social nous a dit que nous pourrions la garder comme souvenir. Ils avaient utilisé cette vidéo pour la montrer aux futurs adoptants, comme publicité, pour voir si quelqu'un aimerait adopter nos enfants. C'est comme un supermarché qui fait de la pub pour des haricots. Bah là, ils ont fait de la pub avec nos propres enfants. C'est à Cambridge que le bébé de Colin et Claire a aussi été exposé sur les étalages de cet étrange supermarché. Nous nous sommes fait passer pour des parents adoptants dans l'agence qui a pris en charge son adoption. Les travailleurs sociaux y appliquent des méthodes qui s'apparentent au commerce des animaux de compagnie. Ici, vous pouvez voir un bébé adorable. Mais il a une dystrophie musculaire dégénérative. Oui, je vois. Peu de parents souhaitent prendre le risque de l'adopter. Il y a aussi beaucoup de fratries de 3 enfants. Ceux-là sont en bonne santé, mais c'est très difficile de trouver des parents qui prennent 3 enfants en même temps. Ces enfants-là, on les met donc sur Internet. Il y a beaucoup d'enfants d'Afrique noire, mais pas assez de parents noirs adoptants. Ceux-là aussi doivent donc aller sur Internet. C'est un peu comme du shopping en ligne ou sur un catalogue. Ça ressemble à ça, mais on est obligé de le faire. Et vous en pensez quoi? Ce n'est pas bien, mais c'est nécessaire. Ça marche. Grâce à ça, les enfants trouvent une nouvelle famille en 3 mois au lieu de 3 ans. Ça accélère les adoptions, c'est beaucoup plus rapide. En quelques mois à peine, l'agence n'a eu aucun mal à trouver de nouveaux parents aux bébés blancs et bien portants de Colin et Claire. Cette pression exercée sur les travailleurs sociaux pour atteindre des objectifs d'adoption crée toute une série de problèmes. Il n'y a pas de parents adoptants pour les enfants plus âgés, les enfants handicapés, les enfants d'origine ethnique différente. Il n'y a pas de candidats pour ces enfants-là. En revanche, il y a beaucoup de volontaires pour l'adoption de bébés. Mais ce qu'ils veulent, ce sont des bébés blancs sans handicap. C'est ça qu'ils veulent. En 2015, sur les 7740 enfants en attente d'adoption, moins de 40% ont trouvé de nouveaux parents. Pendant ce temps-là, 70 000 enfants restent en famille d'accueil ou en foyer. Ils coûtent près de 2,8 milliards d'euros par an à la collectivité. Au contraire des parents adoptifs, les familles d'accueil perçoivent des sommes d'argent conséquentes pour faire leur travail. Quand vous adoptez un enfant, vous n'êtes pas payé pour cela. Et c'est une raison pour laquelle les autorités locales préfèrent favoriser les familles adoptives. Ils n'ont pas à les payer. Ils économisent beaucoup d'argent s'ils sortent les enfants du système des familles d'accueil pour les donner à des parents adoptifs, même si cela peut prendre des années. Une fois ces enfants adoptés, le pays ne dépense plus d'argent pour eux. En novembre 2015, le Premier ministre David Cameron a tapé du poing sur la table pour exiger toujours plus d'adoptions. Et pour se débarrasser de ces enfants sans parents, l'État, sans aucun scrupule,
fait appel à des agences privées. Ce qui est discutable, c'est l'idée même que le marché est un acteur positif pour améliorer la prise en charge des enfants. C'est vraiment loin d'être évident. Les enfants ont le droit de savoir qu'il y a un service public conscient et responsable pour s'occuper d'eux. Plus on sous-traite au privé, et plus l'argent s'impose. Nous savons que retirer des enfants à leur famille et mélanger argent et enfants, c'est la recette du désastre. Au Royaume-Uni, l'adoption est une tragédie à l'infini. Les parents injustement séparés de leurs enfants sont en effet privés à vie de leur statut de parents. L'adoption est irrévocable, l'erreur irréparable. Avec le Children Act, le Royaume-Uni a trouvé le moyen d'effacer les parents biologiques. Comment survivre avec le souvenir de ces enfants perdus dont les parents n'ont ni le droit de prononcer le prénom, ni de montrer le visage ? Jackie et John gardent une lueur d'espoir. Revoir un jour leurs 2 garçons perdus à cause d'une simple bosse. Les retrouver à leur majorité pour leur apprendre leur histoire familiale. On a créé cet ouvrage pour les garçons. Les garçons en ont un chacun. C'est un livre de généalogie. Ce livre leur permettra de découvrir et d'apprendre d'où ils viennent et quelle est leur histoire. Ces photos, ces histoires expliquent d'où vient leur nom de famille, ce que leur prénom signifie et quelles sont toutes leurs origines à travers le monde. Un véritable livre de généalogie. La plupart du temps, comme l'adoption est irrévocable, leurs dossiers sont inaccessibles. Ils ne peuvent pas avoir accès à leur propre histoire. Aujourd'hui, ils n'ont qu'une seule version de l'histoire, celle qui leur a été racontée par leurs parents adoptifs et par les travailleurs sociaux, mais pas notre version. Peu à peu, Jackie et John ont mis à jour la version de leur histoire, fabriquée par les services sociaux. Après avoir perdu ses 2 enfants, Jackie a décidé d'étudier le droit de la famille. Elle a aussi créé une association de victimes des services sociaux. Grâce à ce réseau et ses nouvelles compétences, elle a découvert que son dossier de maltraitance était un faux. La première pièce de ce dossier est tombée le jour de l'audience où ses garçons lui ont été retirés. À un moment, il y a une pause dans la procédure. Nous allons à l'extérieur et nous nous asseyons avec nos avocats. Et mon avocat me dit « Est-ce que vous connaissez ce document ?» Il s'agit d'un compte-rendu médical de suivi de grossesse, celui de son premier enfant. Jackie a une santé très fragile et de nombreux antécédents médicaux. La liste est si longue que la médecin ne la croit pas. Elle conclut que Jackie s'inventerait des maladies et elle s'inquiète des futures conséquences pour son futur bébé. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que la médecin a quitté cette réunion en 2005, elle est retournée à son bureau, puis a rédigé une lettre pour les services sociaux, affirmant que j'étais une malade imaginaire. Depuis sa première grossesse, Jackie est donc fichée. 3 ans plus tard, quand elle se rend à l'hôpital pour soigner la bosse de son 2e enfant, elle est immédiatement accusée par les services sociaux de l'avoir gravement blessée. Depuis, elle a découvert que c'était une accusation truquée. J'ai fait une requête auprès de l'hôpital pour avoir tous les documents du dossier. Et l'hôpital m'a envoyé les documents qui ne m'avaient jamais été montrés durant toute la procédure. Les comptes rendus médicaux établissent que mon fils n'a jamais eu de blessure. Mais les services sociaux ont dit que mon fils avait bien eu le crâne fracturé. Et le tribunal aussi a dit qu'il avait des fractures du crâne. Pourtant, le rapport médical, qui n'a jamais été montré au juge, affirme que mon fils n'a jamais eu de fracture.
Le problème, c'est que les juges n'acceptent pas que les familles aient le droit à des expertises indépendantes. Les juges pensent qu'il est suffisant de s'appuyer sur les expertises des services sociaux, alors que les services sociaux sont sous pression pour trouver des enfants à adopter. C'est parfaitement injuste, c'est une parodie de justice. La première chose qu'a dit le juge dans sa décision concernant l'adoption, les mots qu'il a utilisés, c'était « La Cour des affaires familiales n'est obligée en rien ». En d'autres termes, les juges n'ont aucune obligation pour chercher à établir la vérité. Dans le droit de la famille, s'il y a une accusation de maltraitance, ils ne sont pas obligés d'enquêter. Si les juges avaient voulu chercher, ils auraient pu trouver des indices pour établir l'innocence de Jackie. Il y a 2 ans, elle a découvert qu'elle souffre d'une maladie génétique transmissible aux enfants. Une maladie qui provoque des hématomes ou des bosses, au moindre petit choc. En fait, nous avons posé cette question précise aux généticiens. Puisque Jackie a cette maladie, est-ce que nos garçons pourraient l'avoir? Et si je me souviens bien, il a dit oui. Il y a 50% de chances que oui. Mais évidemment, il n'y a aucun moyen que nous puissions le vérifier. Et pourtant, tout s'éclaire. Ça expliquerait tout. Aujourd'hui, Jackie et John s'accrochent à l'espoir de prouver que leur enfant était malade pour récupérer enfin leurs 2 garçons. Dans quelques mois, la justice acceptera peut-être de se pencher sur les preuves que Jackie a elle-même trouvées. Mark et Nikki ont renoncé à récupérer leurs enfants. Ils ont fondé une nouvelle famille. Brandon est né il y a 10 ans, 1 an après l'adoption de ses 3 frères et sœurs. Le petit garçon est le rescapé d'une tempête qui a duré plus d'1 an. Quand j'ai découvert que j'attendais Brandon, ça a été un mélange d'horreur, d'incertitude. Je l'ai gardé pour moi pendant 5 mois. Après, je n'ai pas pu le cacher plus longtemps. Cela commençait à se voir. Nous n'allions pas perdre un 4e enfant. C'était pas possible. On allait faire tout ce qui était en notre pouvoir pour garder cet enfant. Les services sociaux ont brandi le soupçon de maltraitance future. Ils menacent Nikki et Mark d'enlever leur futur bébé dès sa naissance. 2 semaines avant l'accouchement, le couple s'enfuit en République d'Irlande pour se mettre à l'abri de la loi britannique. Quand on est arrivé à l'hôpital de Wexford en Irlande, on leur a dit pourquoi nous étions là. On a été honnête. On leur a dit que nous étions là pour avoir notre bébé, qui aurait été enlevé à sa naissance s'il était né dans son pays. Nous nous sommes retrouvés avec 2 femmes policiers au pied de mon lit. Le directeur était là aussi. Il me lisait mes droits en m'expliquant que je n'étais pas autorisée à quitter l'hôpital. Et si je le faisais, ça serait sans mon bébé. Peu de temps après que j'ai donné naissance à mon bébé, les services sociaux anglais du comté de Norfolk sont arrivés. On a bien compris que si les services sociaux étaient venus nous pourchasser jusqu'ici, c'était pour nous manipuler, pour nous faire rentrer en Angleterre et pouvoir prendre notre enfant. Nikki et Mark ont compris qu'ils ont une partie à jouer. Le soupçon de maltraitance ne s'applique pas en Irlande. La justice anglaise ne peut placer leur bébé sous tutelle ni imposer aux médias le secret lié à la protection des mineurs. Pour une fois, les journalistes britanniques peuvent témoigner de leur affaire. Si vous réalisez un travail comme le vôtre en Angleterre, vous allez en prison.
Je suis sûr que vous ne voudriez pas vivre ça. Et de nombreux journalistes en Angleterre ne le veulent pas non plus. Ils ne peuvent pas être aussi précis et enquêter en détail sur les cas individuels comme vous le faites. Très vite, les médias britanniques prennent fait et cause pour leur bataille. Tout le pays s'en émeut. Mark et Nikki peuvent à présent négocier avec les services sociaux. Ils accepteront de rentrer en Angleterre à condition qu'on leur laisse une chance. En juin 2006, ils retournent dans leur pays. Ils ont obtenu le droit d'être mis à l'épreuve dans ce centre où des familles suspectées de maltraitance sont enfermées. Quand je suis arrivée la première fois, c'était comme dans une prison. Vous êtes enfermés. Il y a des caméras dans les parties communes et il y a un surveillant qui vous parle dans des haut-parleurs placés dans les appartements. Ils peuvent donc tout entendre, tout savoir de vos faits et gestes. Ainsi, tout à coup, si un enfant pleure, ils peuvent surgir à tout moment pour voir ce qui se passe. On va pas se louper. On va être de gentils parents. On va faire tout ce qu'ils veulent. Et comme ça, on pourra récupérer Brandon. Les prisonniers ont décidé de prendre ce système de surveillance à son propre jeu. Pour prouver qu'ils ne commettent aucune faute, ils filment et témoignent de leur quotidien. L'histoire, c'est qu'ils te mettent dans ce centre pour te pousser à la faute. Ils se foutent complètement de ce que tu peux bien faire. Au bout de 5 mois, Nikki et Mark sortent de cet enfer. Ils n'ont offert aucun prétexte aux services sociaux pour leur voler Brandon. Nous sommes rentrés chez nous avec Brandon en octobre 2006, après 5 mois d'évaluation. Ensuite, nous avons eu des visites régulières des services sociaux. Au début, c'était tous les jours. C'était très intrusif. Mais peu à peu, ils sont passés à 3, puis 2 visites par semaine. Durant cette période, la famille est toujours sous la menace des services sociaux. Nikki et Mark vont devoir encore attendre 5 mois pour savoir s'ils pourront garder définitivement Brandon. Le 26 juin 2007, c'est la délivrance, la fin de 13 mois de cauchemar. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de pouvoir garder Brandon après tout ce temps? On est très heureux de le garder avec nous et qu'il reste avec nous. Merci beaucoup et bonne chance. Pourquoi la justice a-t-elle enfin donné le droit à Mark et Nikki d'être parents? Elle n'a pas eu le choix. Quelques mois plus tôt, Nikki a reçu des analyses d'une contre-expertise judiciaire réalisée par un éminent pédiatre américain. Ce spécialiste a fait une découverte déterminante. Les services sociaux ont accusé à tort Mark et Nikki de maltraitance. Leur fils cadet n'a pas été roué de coups. Ces fractures étaient causées par la maladie du scorbut. Bonjour. Hello. C'est super de pouvoir enfin mettre un nom sur un visage. Combien de temps vous avez mis pour réaliser le diagnostic du scorbut? Je pense que cela m'a pris... vous savez, j'ai travaillé sur ce cas probablement à peu près une semaine. Le temps de faire les recherches, d'analyser le dossier des radios. Et là, c'est devenu évident. Donc voici un enfant avec des allergies alimentaires, avec le mauvais régime alimentaire, qui perd du poids. Avec tous ces symptômes, évidemment que c'était le scorbut. Les critères que les médecins ont retenus sur ces fractures étaient faux. Il n'y a rien de scientifique qui démontre une relation de cause à effet
entre ces fractures et une quelconque maltraitance. Ces allergies alimentaires, responsables du scorbut de leur cadet, Mark et Nikki en avaient pourtant parlé aux services sociaux, juste avant qu'ils ne leur retirent leurs enfants. Nous avons suggéré que le régime alimentaire de notre fils pouvait être aussi la cause de ces problèmes. C'est quelque chose dont nous avons parlé avec les travailleurs sociaux. Les 3 premiers enfants de Mark et Nikki ont été enlevés, puis adoptés à cause d'une erreur de diagnostic. La justice ne va pas pouvoir échapper à un nouveau procès. Elle va innocenter Mark et Nikki. Pourtant, le juge Wilson a tranché. Ils ne récupéreront jamais leurs enfants. Nous avons dû reconnaître que Monsieur et Madame Webster ont subi une grave injustice. Mais nous devons à présent nous concentrer sur ces enfants. Si l'on considère les besoins de ces enfants et leur certitude qu'ils ont intégré une nouvelle famille pour la vie, eh bien cette femme est leur mère et cet homme est leur père. Les sortir de tout cela et les rendre aux Webster qu'ils n'ont pas vus depuis des années, eh bien, c'est leur imposer trop de choses sur le plan psychologique. En fait, ils ont appelé cela une erreur judiciaire. Ce qui veut dire que quelque chose n'a pas tourné rond. Mais, oups, désolé, il n'y a rien que nous ne puissions changer. Vous perdez vos enfants. Et c'est honteux que rien ne puisse être fait pour rectifier cela. Le seul moyen serait de changer la loi sur l'adoption au Royaume-Uni. Et je ne les vois pas du tout faire cela prochainement. Un mois après le procès, Nikki a donné naissance à une petite fille, Cara. La seule de la fratrie des 5 à ne pas avoir été persécutée par les services sociaux. Ma sœur a 16 ans. Et mes 2 frères... Je ne me rappelle pas de leur âge. Maman le sait. Peut-être que quand je les verrai, je pourrai leur faire un câlin et on pourra jouer ensemble. Cara fera peut-être un jour connaissance avec sa sœur et ses 2 grands frères, mais uniquement quand ils seront majeurs. S'ils se souviennent de leurs parents, s'ils parviennent à les retrouver, s'il leur en reste l'envie. En Angleterre, la loi de la protection de l'enfance ne laisse aucune chance aux familles qu'elle a brisées, sauf quand elles échappent à leur emprise. Le bébé de Bethany est né 5 semaines après son exil en France. Dès la naissance de Louis, les services sociaux sont venus frapper à la porte de ses grands-parents. Je venais à peine de quitter Bethany en France pour rentrer en Angleterre quand ça n'arrêtait pas de toquer à la porte. C'était les services sociaux. Où est Bethany? Où est le bébé? Je leur disais, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle est partie à l'étranger. En quittant leur terrain de chasse, Bethany a échappé au pouvoir de nuisance des services sociaux. Elle a pu négocier son retour en Angleterre sans perdre son bébé. C'était vraiment la bonne idée d'être partie en France pour avoir mon bébé. Sinon, je n'aurais pas eu mon fils. On me l'aurait pris à la naissance. Pendant 2 mois, les services sociaux ont mis la jeune maman à l'épreuve. Ils ont découvert que celle qu'ils soupçonnaient de future maltraitance est en réalité une bonne mère. Je voulais qu'on me donne une chance de devenir mère. Je n'ai jamais eu d'enfant avant. Comment peuvent-ils décider que je suis une mauvaise personne, un futur risque, une future maltraitante? En réalité, il y a très peu de parents à qui l'on devrait retirer la garde de leurs enfants.
Si l'on veut connaître le nombre d'injustices commises au nom de la protection de l'enfance, on se doit sans tarder d'entendre l'histoire des parents. Pas dans 20 ans, ni quand les enfants auront grandi et reviendront pour dire « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants sont fichés par les services sociaux anglais. Cette machine a broyé les familles et a recyclé les enfants, continue de fonctionner de façon insensée, sans être remise en cause. Dans les autres pays, les gens ne croient pas que ces choses-là se passent en Angleterre.